Il a écrit en se demandant avec froideur s'il ne fallait pas cracher sa frayeur avant de savoir chanter, et s'il ne fallait pas laver l'imposture avant de faire l'éloge de la vie et avant de pouvoir aimer. Il a écrit pour témoigner de l'irréductible labeur de nos mains fiévreuses et des longues années d'incertitude que nous avons mises à tracer patiemment les chemins infaillibles de notre existence et de notre fidélité. Il a écrit tout ça qui est devenu ce mémorable trésor de notre imaginaire. Tout ça qui a été, qui est encore et qui sera pour l'éternité. Le monde De Marcel Dubé. Personnellement, j'ai toujours été pris de gêne devant ces choses-là. Si vous voulez, on peut passer sa vie simplement à se contenter d'adulation. Ça n'a aucun sens. Je travaillais pour gagner ma vie. C'était mon salaire, comme tout le monde. Ça m'était dû. C'était fait, c'est tout. Le reste. On doit donner un titre au document qu'on fait. J'ai pensé à un simple dramaturge. Pourquoi pas? Un jeune garçon s'en allait par les rues d'un modeste quartier de l'est de Montréal, où grandissaient des tilleuls et quelques peupliers argentés. La rue Logan s'arrête à la rue Partenay. Ces rues menaient à des impasses, à des arrière-cours, à des royaumes heureux, où chaque jour et chaque soir, des enfants près de l'adolescence inventaient d'une manière rituelle des jeux faits d'innocence et de magie. Ce jeune homme de qui je parle, qui était à ma ressemblance, avait une enfance heureuse. L'hiver, mon père faisait une patinoire ici, assez grande pour d'après la patiner, quoi. Dans quelle mesure ce décor vous a suivi dans votre œuvre? Mais le décor de Saude, c'est surtout une fête de ruelle avec une petite cour, c'est ça. Ben, c'est comme ici. Dans le temps des loges, j'ai mis un escalier arrière. Voyez-vous, il n'y a pas d'escalier pour monter là-haut. L'escalier qui va là-haut est à l'entrée avant de la maison. Au début, quand il y a des enfants qui viennent chanter sur le bord de la clôture, sur la haute de la clôture, c'est à cette clôture-là que je rêvais. Comme il était bien loin d'être un homme, il était donc sans projet. Et celui qui est sans projet ne sait pas où il marche. Mais il va tout de même devant lui, empruntant plus souvent qu'autrement des chemins détournés où il s'attarde dans le rêve et la confusion. Monsieur Dubé, est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes venu ici? Oui, il y a très longtemps. Mais il y a encore plus longtemps,
Si je pense à la première fois où je me suis assis dans la salle, c'était en 1942. Il y a 72 ans. C'est loin, ça. Je faisais mon entrée au Collège Sainte-Marie en élément latin. Tous les mois, on venait dans la salle ici. Les professeurs et le recteur du collège s'alignaient sur la scène et remettaient les bonnes notes aux bons élèves. Le collège était très, très vieux. Tout était en bois. Il y avait beaucoup d'atmosphère. C'était très chaleureux. Sauf le bureau du préfet de discipline. Où je passais quelquefois. On avait des cours le samedi toute la journée. À 5 heures, les 800 élèves envahissaient la chapelle, la grande chapelle, et on chantait les psaumes. C'était toujours des moments extraordinaires. Moi, j'ai beaucoup aimé mes années de collège. Tout ce que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas avoir été assez studieux. J'étais pas très... j'étais indiscipliné, mais j'aimais me réfugier dans des endroits comme ça. Comme dans la salle ici. La salle ici, ça m'a pris 6 ans avant de m'apercevoir que c'était aussi un théâtre où on jouait des pièces de théâtre. Il y avait ici, fin des années 40, début 50, les compagnons de Saint-Laurent, le Rideau Vert, qui ont joué des pièces ici. C'était peut-être le seul endroit où il y avait du théâtre possible. Les autres théâtres connus, c'était le National, où s'illustrait la Brune. Et il y avait un théâtre sur Saint-Laurent, où s'illustrait Tizone, le père d'Olivier Guimard. Et il y avait le théâtre Quété, où s'illustrait la magnifique danseuse Lily Saint-Cyr. Alors, c'était pas les endroits où on pouvait consacrer son temps à créer du théâtre, disons, québécois. J'étais portier. Vous étiez portier? Ouais. Je déchirais les billets à la porte d'entrée. Puis quand le spectacle commençait, j'allais m'asseoir puis je regardais le spectacle. Puis après ça, je vais arriver à Halifax, puis je vais faire un beau tour en bateau, puis c'est le gouvernement qui paye par-dessus le marché. J'ai assisté, je sais pas combien de fois, à la pièce de Gratien Gilena, Ticoc, qui était un succès phénoménal. La salle était remplie tous les soirs. 800 personnes et plus tous les soirs. Monsieur Gélina, non seulement était un bon auteur dramatique, mais le soin qu'il mettait à la production de ses pièces, c'était extraordinaire. Mais pourquoi tout le monde vous a baptisé Ticoc? À cause de mon caractère, probablement. Vous n'avez rien. Vous montez sur vos ergots? Je voyais la possibilité de faire du théâtre québécois d'une façon sobre et très professionnelle. Mon intérêt pour le théâtre a commencé comme ça. J'avais 22 ans. Vous n'aviez rien écrit auparavant? Des choses, des poèmes, c'est tout. J'étais pas, disons, épris. Je
jusqu'au trip par le goût de figurer du théâtre. C'est devenu pour moi une façon de gagner ma vie. Ça, c'est bien important. Une façon de gagner sa vie. Remarquez que j'aurais pas pu faire autre chose. J'avais pas choisi le droit. J'avais pas choisi la médecine. J'avais pas choisi d'être dentiste ou d'être pharmacien. J'avais pas choisi de profession libérale. J'avais choisi quelque chose d'assez vague. Comme l'écriture. Vous êtes en train de défaire le regard romantique qu'on pourrait poser sur la carrière d'un écrivain. Mais tant mieux, parce qu'il n'y a pas de romantisme dans ça. Il n'y en a pas de romantisme. Quand il y a un point de départ, avec le peu de talent qu'on a, celui de vouloir le développer pour gagner sa vie, c'est pas romantique. Mais c'est ça qui m'est arrivé. L'ouverture du rideau, un soir de première. Vous savez pas qu'est-ce qui va se produire dans la salle. Et vous, avec Zone, quand ça s'est mis à applaudir? Je peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti. Les gens debout dans la salle, et des bravos, des rideaux à répétition. Je peux pas dire ce que c'est. Je sais pas. J'ai jamais su ce que j'ai ressenti. Vous n'avez pas pu prendre la mesure du moment? Ça n'a pas de mesure. Il n'y a pas ça se mesure pour ça. 20 ans plus tard, tous les acteurs de Zone et moi, on s'est retrouvés dans un restaurant italien. Wow. Et voici la photo. Raymond Lévesque, Jean Duceppe, Hubert Loisel, ça c'est moi, Jean-Louis Paris, Yves Détourneau, Robert Rivard, Monique Miller, Guy Godet. Combien d'éditions de Zone en avez-vous tiré? C'est incalculable, là. J'ai lu en quelque part, à tout le moins, qu'il s'en était vendu 150 000 exemplaires à une époque. Aujourd'hui, je ne sais plus. Là, si c'est vrai. Je ne sais pas non plus. J'avais peur des mots que je voulais dire. Et maintenant que je suis condamné à mort, que la police me cherche partout, t'es capable de le faire? Oui. C'est une pièce qui vit depuis sa naissance, qui vit encore aujourd'hui. Elle est jouée aussi dans les écoles et les cégeps et dans les troupes amateurs. C'est pas certain. Hey, c'est vrai que tu me connais pas, toi? Je vous connais pas, puis je tiens pas à vous parler. T'as pas besoin de moi, je vais me faire ça. Après le succès de Zone, vous avez une période où vous avez vécu ce qu'on pourrait appeler une sorte de dépression, non? Oui, parce qu'après ça, je ne savais pas comment je m'orienterais. C'est sûr que mon engagement était définitif, ça fait sous théâtre. Mais quand même, se demander est-ce que j'aurais autre chose à dire. C'est ce soir, samedi 6 septembre, que se déroulent à Montréal les cérémonies d'inauguration de la télévision canadienne. Le téléthéâtre de Radio-Canada. À l'affiche ce soir, Chambre à louer. Un texte original de Marcel Dubé. J'ai été privilégié d'avoir 22 ans au moment où la télévision vient au monde. C'était une époque que je suis tellement heureux d'avoir vécu. Ouais, ça. Ne vous inquiétez, ils vont venir. Il est déjà 8 heures. Voir chaud d'été, c'est toujours comme ça. L'époque du direct ne sera jamais remplaçable pour moi. Vous voudrez? Moi, ça m'est égal, c'est moins tard. Je pense que je vais aller faire un tour du côté de la barre à plouf, quoi. Faites donc ça. Un téléthéâtre en direct m'apportait et apportait à tout le monde
et qui le réalisait. Un tract aussi grand qu'au théâtre. Un vrai colporteur de nouvelles. Roméo, c'est un alligator, comme moi. Puis les alligators, ça se tient ensemble, ça se protège, correct, là? Vous n'avez pas de marge d'erreur. Aucune marge d'erreur. Et c'est valable tant pour les comédiens que pour les techniciens. Là. Tout le monde. Les caméramans, le réalisateur, le directeur technique, le régisseur, tout le monde. C'est tout le monde qui a le même trac, si vous voulez. C'était dur, ça. Mais c'était merveilleux, par exemple. Quand on s'en sortait vivant. L'idée de rester collé dans ma tête, puis il n'y a jamais personne qui pourra m'en laver, jamais. Tu m'aimes pas d'abord. T'as pas le droit de dire que tu m'aimes si t'es pas capable d'oublier ça. Le Radio-Canada de l'époque est drôlement culturel par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait une volonté d'éduquer, j'ai l'impression, qui était très présente chez les artisans. Oui, mais personnellement, je ne me suis jamais senti, je n'ai jamais eu l'impression que je jouais le rôle d'un éducateur. Moi, c'était de créer un créateur, d'être créateur de quelque chose. On était tous des créateurs de quelque chose. Deux robinets coulent dans un réservoir, deux trains omnibus quittent une gare à 20 minutes d'intervalle. Val. Il s'est fait des choses tellement belles. Je pense à cet opéra, L'Enfant et les Sortilèges. C'était merveilleux. Il y avait du merveilleux dans tout ça. 4 et 4, 8, 11 et 6, 20, 4 et 4, 8, c'était 9, 33. C'est pas 933, c'est pas 933. Je ne veux pas gonfler cette époque-là de louange, mais c'était vraiment spécial. C'est vraiment des moments qu'on ne revit jamais après. On était des fondateurs, si vous voulez. Écoute, si on attendait à demain, il me semble. Mais c'est trop tard, ça fait 2 semaines que je te le demande. Moi, je pars à soir. OK, va faire ta valise, fais ça vite, hein. J'approche mon but, j'y touche presque. Essaye pas de me décourager. Mais tu le savais que tu partiras jamais pour le Grand Nord, que tu verras jamais les Esquimaux de Frédéric. Des femmes de ton genre, depuis 21 ans que je suis dans le transport, j'en ai pas rencontré. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne pièce de théâtre? D'abord, le plus important, c'est d'avoir des bons personnages. Chez qui les gens qui vont voir une pièce de théâtre vont se reconnaître. Ça prend ça. Ça prend des bons dialogues. Je suis papillon, il me traite comme il faut. Et tu te contentes de pas grand-chose. J'aime ça, me promener en bicycle. J'aime dehors, Marie-Rose. Puis parler à tout le monde dans le quartier. Mais c'est pas l'avenir, ça! Si le dialogue de théâtre doit être dynamique, on doit même pas utiliser un seul mot de trop. Il n'y a pas d'interjection dans mon théâtre. Il n'y a pas des salut, bonjour. Il n'y a pas des allô. Il n'y a pas des... Il n'y a pas ça. Chaque phrase commence et finit. Père, je voudrais m'en aller vivre en chambre. Jamais, ma petite fille, ça, jamais. Ça, je le sais ce qui arrive à celles qui vont vivre en chambre, moi. Veux-tu la laisser parler, Toinette? Veux-tu? C'est avec lui que ma femme me trompait. Laissez-moi vous regarder. Laissez-moi regarder vos visages. C'est la première fois que je vois vraiment ce que vous êtes. Oh, Étienne a bien fait de mourir avant d'être cœur et complètement. C'est ça. C'est ça, ma famille. S'il n'y a pas d'opposition entre les personnages, il n'y a pas de théâtre. C'est la nécessité du genre. Le théâtre, c'est avant tout une mise en situation où des gens vont s'opposer. Que ce soit une tragédie, une comédie ou un simple drame, il y a opposition de gens qui ont à se faire face. Voilà. À l'affiche, ce soir, une pièce inédite de Marcel Dubé. Un simple soldat. J'ai passé 2 mois dans l'armée. J'ai démissionné avant qu'on me mette à la porte. Tout se passait en anglais. Des cours en anglais. Je peux pas supporter ça. Et si on me demande ce que je connais dans l'armée par rapport à ma pièce
reste un simple soldat. Je l'ai pas pris dans ce cas, je l'ai pris dans ma vie. Ah, salut, maman! C'est pas c'est pas que t'arrives. Welcome home, welcome home! C'est une œuvre qui a eu une répercussion, un impact extraordinaire sur les téléspectateurs québécois. Bonjour, papa! Le lendemain du téléthéâtre, une semaine, 2 semaines après, les gens m'arrêtaient dans la rue pour parler de cette œuvre-là. J'ai pris quelques verres de bière avec des gars en descendant du train. D'où vient Joseph Latour? C'est vraiment un personnage que j'ai créé quand j'avais 15-16 ans, après la guerre. Il y avait des retours de soldats dans tous les quartiers. Et il y avait quelques types que j'ai pas connus qui traînaient souvent les rues et qui avaient gardé une partie de leur uniforme militaire, la veste de l'uniforme militaire. Moi, je suis parti de cette image-là. J'en ai fait un personnage. Quand je t'ai ramassé, t'étais bien qu'un tout nu, bien qu'un bum. Puis souviens-toi de ça. Un tonu peut-être, un bum peut-être, mais pas un maudit voleur comme toi. Je suis tanné de ta business, Timine. J'en ai assez de travailler pour un écœurant comme toi et tu vas trouver un autre cave. Mais tout se met à part de ça, tout se met. Alors, d'où vient sa rage? C'est une fiction. C'est un personnage. Le personnage que j'ai créé en vient à cette rage. Il faut me demander d'expliquer pourquoi dans la vie il y a des gens qui ont des démences. On ne sait pas. Son histoire explique toute sa façon de vivre. Sa mère qui meurt alors qu'il est jeune. Son père qui se remarie. C'est des chocs. Vous pouvez continuer à manger. C'est que j'avais à me regarder de même. On n'a rien, Joseph. Ah, c'est parce que j'ai pas mon déguisement de vendeur de bateau. Je gage que vous avez pas encore deviné pourquoi. D'habitude, Bertha est bonne Sylvinette. Voici la grosse disque que tu penses que c'est. Pas comme ça, maman, oui. Pourquoi? C'est pas ma main, mais ça tient en maudit, par exemple. C'est la mienne aussi, Joseph. Toi, le fait, tu dis rien. T'as pas d'idée? Ça fait une folie, Joseph? Non, pas une folie. Moi, j'appelle pas ça une folie, j'appelle ça une bonne affaire. Tu travailles plus? C'est ça. Oui, là, j'ai ma job. Pourquoi? Parce que j'en avais plein le cas. Vous faites faux chamir, carrément. C'est ce qu'on appelle vider une table. Les chocs font en sorte qu'il y a chez lui une colère antisociale. Il ne peut pas tolérer d'avoir un demi-frère, d'avoir une belle-mère. Il ne peut pas tolérer ça. C'est pas dans sa nature. Alors, il éclate à un moment donné. Parle. Dis-le pourquoi tu restes une botte à m'attendre. C'est comme eux autres, ici. As-tu peur de regarder la vérité en plein visage? C'est peut-être la scène la plus... dans tout ce que j'ai écrit, la plus dramatique. Et peut-être en même temps, même si elle est remplie de colère, c'est la plus émouvante, je pense. Oui. Il devrait pourtant être assez vieux pour savoir qu'on rend pas des services à un gars comme moi. Un gars comme moi, c'est pas fiable pour Saint-Saëns. Il sait pas ça. Il sait pas encore, je paie. Je m'appelle pas Armand, moi. J'ai pas de connexion, pas de protection nulle part. J'ai pas d'avenir. J'ai rien qui n'a rien. Un soldat manqué qui n'a même pas eu la chance d'aller crever comme un homme au front. Parle! Parle! Dis quelque chose! Parle! Je veux glorer ton corps demain matin. C'est ça! C'est ça! C'est ça! On va te coucher avec la grosse bâtard! Ça fait 20 ans que tu couches avec elle puis tu l'aimes pas! Tu l'as prise avec toi parce que t'avais peur de rester tout seul! Parce que t'étais là! J'en avais pas besoin de faire tourner!
Toi non plus, t'en avais pas besoin. On pouvait continuer notre maîtrise de tuer. Non, le frère, non. Il a fallu le talent dans notre maison. Jusque dans le lit de ma mère. C'est ça que vous voulez depuis longtemps, c'est ça. C'était dans la coulée des grands téléthéâtres, je pense, le premier aussi important, là, 2 heures de télévision, par un auteur québécois et qui projetait aux téléspectateurs une image du Québec, un miroir dur, cruel, frôlant peut-être le désespoir à certains moments, mais de notre condition de Québécois. Tout le point de vue social de mes pièces, je le renie parce que je n'ai jamais eu aucune maudite préoccupation sociale quand j'ai écrit. Aucune. Moi, je décris des milieux que j'ai vus. C'est pas une société que j'ai vue. C'est des milieux, des êtres humains. Il n'y a pas dans mon esprit, dans ce que j'ai fait, le point de vue du sociologue. Ça n'existe pas. Les sociologues existent en dehors de mon théâtre, mais pas chez moi. Vous faisiez le tour, vous, hein? Ah ouais. Vous étiez assez éclectique. On m'engageait comme auteur des textes, traducteur. Ça m'évitait d'avoir à écrire continuellement des téléthéâtres puis des pièces de théâtre à l'année longue. La pire besogne que j'ai eu à faire. 700 millions d'hommes. Le temps que j'ai mis là-dessus, vous ne pouvez pas savoir. La civilisation chinoise est à la mesure du temps. Elle existe depuis 35 siècles et nous n'en connaissons pas de plus ancienne. La piste sonore était en anglais, mais il fallait être précis et puis trouver des phrases qui ne soient pas plus longues que ce qui était fait en anglais. Ça, c'est difficile. La grande muraille de Chine témoigne de leur insécurité, de leur longue agonie séculaire qui a permis à leur orgueil de cacher toute frayeur. C'est quasiment de la pause synchro, là. Mais il y a des passages. J'ai fait ça entendre à mes amis, à des gens qui connaissent bien l'anglais. On ne percevait pas ce que c'était. Ça prenait, je sais pas combien d'écouteurs d'écoute sur le même bout de fil pour savoir ce qui se disait vraiment. Et l'image ne nous aidait pas. Quand on dit vivre de sa plume. Alors, j'ai épuisé beaucoup de stylos là-bas. Mon pays petit, tu vas pas l'aimer dans la richesse. Tu vas l'aimer dans ses secrets et dans son grand mystère. Joue-lui son air préféré. Allons, du mouvement, j'ai dit, l'allégresse de Bonalois. Pendant ce temps-là, moi, je l'amène ici. Quels sont les revers oubliés de la cabane? Fais pas l'imbécile. Réponds au lieu de rester fescoler sur ta chaise. Ouais, le pire ramassis de fainéants que je connais. Salle des journalistes. Est-ce que vous seriez devenu écrivain à plein temps si la télévision n'était pas venue à vous? C'est une très bonne question. Je n'aurais pas pu gagner ma vie en ne faisant que du théâtre. Parle-nous un peu. Des surprises comme ça, c'est pas bon pour le cœur. J'ai écrit 3 téléromans. La Côte de Sable a duré 2 saisons de 39 semaines chaque. De 9 à 5 a duré 3 saisons de 39 semaines chaque. Et La Vie Promise, 2 saisons de 39 semaines. Des textes, quel que soit le nombre de textes qu'on écrit dans sa vie, ce ne sont jamais des choses terminées, sans moi. Combien de textes non terminés avez-vous écrits dans votre vie? Je
Je ne sais pas, je n'ai jamais calculé. J'ai trop besoin de toi, Margot. On dit voilà. Arrête! Maman, arrêtez de la Oh, satan. Tu peux pleurer si t'en as envie. Médaille d'or du lieutenant-gouverneur est décernée à Marcel Dubé. Le plus prolifique et le plus jeune de nos écrivains dramatiques. Moi, je vais jamais être blonde, puis je sais pas ce que c'est. T'as pas encore frappé, Xavier? J'ai frappé de l'air. À Monsieur Marcel Dubé pour l'échéance du vendredi. Tu vas me dire d'où tu viens, ce que t'as fait avec Raymond. Tu me fais mal, laisse-moi tranquille. Je te laisserai pas tant que tu m'auras pas tout dit. À Monsieur Marcel Dubé pour l'émission Bilan. Une autre pièce de Marcel Dubé, Chambre à louer, vient de remporter à Montréal le trophée de la meilleure pièce canadienne au Festival national d'art dramatique. À cette époque, vous étiez le dramaturge le plus connu, à un point tel qu'à la fin des années 60, on a fait une émission qui porte votre nom. Vous faites des bonnes blagues comme vous voulez, Virginie. Oh, j'ai honte. J'ai honte de moi. T'as pas le droit de t'en aller. Ton tour est venu, Gustave. Hey, t'as pas le droit de refuser ton tour. Vous êtes le premier dramaturge de l'histoire du Québec à gagner sa vie, en qualité de dramaturge. Il y a eu des moments très difficiles, puis il y en a encore des moments difficiles. On devient pas riche. T'as jamais eu à gagner ta vie. T'as toujours vécu dans une famille à l'aise, toi. Pas si à l'aise que ça. Ton père s'est enrichi avec le marché noir pendant la dernière guerre, tout le monde sait ça? C'est aujourd'hui, si je faisais commencer ma vie d'écrivain aujourd'hui, si j'avais 22 ans aujourd'hui, je sais que je pourrais devenir riche. Tous les cachets qui sont augmentés, qui ont explosé par rapport à ce que moi, je recevais pour m'aider les théâtres. On me payait pas ce que ça valait. On me payait le strict minimum. Et quand d'autres auteurs allaient pour négocier des cachets pour des téléthéâtres ou des théâtres du Nord, ils se faisaient dire « On ne peut pas vous payer plus que tant, c'est ce qu'on paye à Dubé. » Ils servaient de moi comme ça. Sur ce plan-là, j'ai des mauvais souvenirs de négociation à Radio-Canada. C'était apprendre ou à laisser. La négociation se résumait à ça. Tu prends le minimum tel que prévu par la Convention ou c'est à laisser. Point final. Avez-vous l'impression d'avoir été pressuré par... Non. Non, si j'ai paru pressuré, c'est dû à moi-même. C'est ma responsabilité d'avoir eu à travailler autant que j'ai travaillé. C'est parfait. Pendant 16 ans, je n'ai pratiquement fait que du dialogue. Et le dialogue, ça devient un métier. C'est devenu pour moi un métier. Et alors, j'aimerais en apprendre un autre. C'est évident qu'on a simplement une seule œuvre à écrire, c'est sûr. Mais quand on prend trop conscience de se répéter, on a l'impression d'être rendu au bout du rouleau et on se dit, peut-être que le moment est venu de cesser. Mais est-ce que c'est l'impression que vous avez, vous, actuellement? Souvent, oui. Comme je vous dis, à chaque fois que je commence d'écrire une pièce nouvelle, c'est le sentiment que j'éprouve. C'est pour ça que j'aurais besoin, disons, de faire une diversion un peu d'ici un an, essayer de m'éloigner du théâtre pour essayer d'écrire un roman. Y aviez-vous cru à ce roman longtemps? Oui. J'ai démarré, mais jamais continué. Quand le pli est pris, il est pris. Vous, le pli, c'est le théâtre. C'est vis-à-vis du roman, c'est un mauvais pli. Parce que le théâtre, c'est avant tout des œuvres restrictives où on se restreint, on se contraint. Le roman, c'est le contraire.
Trop de liberté. Vous faites ce que vous voulez. Je suis pas capable. Je suis incapable de faire ce que je veux. Je veux le savoir, ce que t'as dit, Linda. Ça compte pas ma tante, je t'en maudit. Elle a dit, c'est rien que ma tante Rose. Je sais pas pourquoi c'est que je serais polie avec elle. Qu'il soit pouilleux ou non, on parle un langage, un point, c'est tout. Moi, y a rien que je trouve plus outrageant que de voir sur une scène un plombier dire « toi et moi » dans une pièce canadienne. On vous avait abordé la question du joueur. On peut en parler? Oh, non. Moi, c'est les j'adore ça, bingo. Moi, le monde, je suis seule, bingo. Moi, j'ai dit que j'avais assez il y a longtemps là-dessus. Oh, ben, par exemple, j'ai mon voyage. J'étais le seul à défendre une position qui n'a jamais été très populaire. Ça me révolte de me promener dans une ville où qu'on appelle la deuxième ville française du monde. Et au fond, qui est une ville fausse et maquillée. Vous aviez, vous, pendant toute votre carrière, inventé une langue. Un français châtié. Ben, pas châtié, c'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot, ben alors, policé. Non. Ah, tout le mot, c'est correct. Qui signifie? Correct, simple. Simple. Propre. Le plus simple possible. Ce qui te prend d'un coup, t'aimes pas ça? Je sais pas ce que vous pensez. Je suis pas le genre de fille qui se laisse embrasser par n'importe qui. Hey, dis pas ça, je suis pas n'importe qui. Comme si on vous reprochait de ne pas utiliser le joual. Ben oui, on sent, à travers les commentaires que j'ai entendus, que vous avez subi une certaine forme de mépris. C'est exact. Tu fais exprès de me faire donner, Linda, hein? Tu fais exprès de me faire donner. Tu veux me faire sacrer devant le monde, à c'est ça? Tu veux me faire sacrer devant le monde? Ben, Chris, tu m'as aussi! Le problème du joual, puis les pièces à trembler, pour moi, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Un auteur écrit dans la langue qu'il veut écrire. Tout auteur a toute la liberté du monde de s'exprimer comme il veut. Le phénomène du joual, c'est bien autre chose que les pièces à trembler pour moi. Ça n'a rien à voir. Comprendre tous les mots. Le langage, c'est pour communiquer. Si je comprends pas, il me manque quelque chose. Quand on a fait des débats sur le joual versus le français, là, j'ai participé à ce débat-là. Mais c'était un débat de langue. Pour moi, c'était pas un débat qui touchait le théâtre. Si vous me refusez d'écrire en joual, vous me refusez. Ben oui, vous me refusez les 7 mots que vous allez comprendre, puis je vais être obligé d'écrire en français, puis je n'aurai pas le droit de l'écrire. Les gens ont mêlé les choses. Les gens ont mêlé les choses. Je décris un monde qui se peut pas, qui parle en français. Et voilà. Je vous dis, bon, Mais c'est pas le Québec. C'est pas le Québec, ça. Ben, c'est une partie du Québec. Vous étiez à l'avant-scène, ça vous place à la... disons dans les coulisses pendant un certain temps. Comment avez-vous vécu tout ça? Tout ce qui se passait me laissait complètement indifférent. À partir du moment où j'ai eu le vertige que j'avais la maladie de Crohn, moi personnellement, j'avais décidé de me battre puis de lutter contre ça. C'était assez, là. Et ça durait 7 ans. Mon principal combat pendant 7 ans, c'était ça. Pendant cette période, on vous a fait sortir de l'hôpital une fois, en 1973, pour vous donner le prix Athanas David. On vous voit sur film. Vous avez perdu énormément de poids. On sent que vous êtes très affligé, mais vous avez signé un très beau texte. Ce jeune homme de qui je parle, qui était à ma ressemblance, avait une enfance heureuse. Je me souviens d'avoir écrit ça à l'hôpital, au centre universitaire de Sherbrooke. Comme il était bien loin d'être un homme, il était donc sans projet. Et celui qui est sans projet ne sait pas où il marche. On m'avait permis d'aller à Québec uniquement si je pouvais me faire accompagner d'une infirmière. Et j'ai demandé à une infirmière que je voyais quelquefois, qui veillait aux soins des malades, si elle pouvait m'accompagner à Québec. Elle avait accepté.
ma femme meurt après. En 76. Et aujourd'hui, elle est ma compagne. Le Conseil de la langue française, qui doit, en vertu de la Charte du français, surveiller l'état de la situation linguistique et conseiller le gouvernement sur les règlements de l'Office, a pris naissance ce matin à Québec. Mais j'étais à l'hôpital, puis je me disais, il faudrait bien que je travaille en sortant d'ici, puis je pensais aller à Québec. Voilà le premier portrait de famille du Conseil de la langue française institué en vertu de la loi 101 et dont les membres ont été assermentés ce matin à Québec. Le poste de secrétaire du Conseil de la langue française était ouvert. On me l'a offert, je l'ai pris. Avec son président, M. Jean-Denis Gendron, père de la défunte commission, et son secrétaire, l'écrivain Marcel Dubé, les 10 membres seront chargés d'éclairer le gouvernement sur l'application de la loi 101. Et j'ai pas demandé d'être payé de façon faramineuse. Au contraire. Les négociations se sont terminées par une offre qu'on m'a faite et une offre que j'ai acceptée. Et puis, savez-vous, j'étais très heureux à Québec parce que j'ai fait des choses que j'aimais faire. Enfin, le Conseil a reçu un premier mandat du Premier ministre, celui de rallier la francophonie nord-américaine dans le but de souligner avec éclat les 2 et 3 juillet prochains le 370e anniversaire de la ville de Québec, berceau de la culture française en Amérique. Pour un homme qui a trituré les mots pendant autant d'années, c'est pas une forme d'aboutissement normal. Bien, c'était un aboutissement que j'avais pas prévu. Tu vas bonsoir, ben? Poli, moi. C'est vrai, ça? Tu pourrais être poli, hein? La vérité, c'est que j'ai bu la moitié de ma paye, puis j'ai flambé le reste dans une marmotte. Es-tu content? Ça peut me mettre de la responsabilité sur les épaules. Peut-être assez vieux pour savoir qu'on fait pas confiance à un gars comme moi, il paye. Oui, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Notre temps est fini. Que l'estimateur de la ville revienne et signe. Je veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu te défendes jusqu'au bout. Pourquoi? Pour gagner quelques mois? Même si c'était un seul jour. Le texte de Marcel Dubé trouve une belle résonance à travers cette production portée par une distribution de 12 interprètes. Avec des accents proches de Tennessee Williams, Marcel Dubé a su peindre une société d'après-guerre en plein éclatement. Son théâtre, peu joué maintenant, méritait la relecture qu'en fait le TPQ. Il y a 3 compagnies qui mettent du Dubé à l'affiche depuis le mois de janvier. Florence au Trident à Québec, Les Beaux Dimanches au TNM et Le Temps des Lilas dès ce soir au Rideau Vert. Est-ce qu'on devient un peu comme un toxicomane? On développe une addiction à cette scène, à ces sièges. Est-ce qu'on en a besoin pour vivre? Non. Une fois qu'on a fait son chant du cygne, je pense que on est beaucoup plus près de la vie courante. On s'accommode mieux